L'univers est immense et l'humanité se doit d'aller le visiter. Pourquoi avons-nous besoin des vols spatiaux habités? Aller dans l'espace, c'est la réalisation d'un rêve de l'humanité. C'est aussi pouvoir améliorer notre environnement de vie. Jusqu'où le rêve spatial pourra-t-il aller? L'exploration spatiale des Chinois ne s'arrêtera pas à la station spatiale. À vous écouter, on dirait qu'un film de science-fiction devient réalité. Le lancement de Shenzhou 3 a été annulé, c'est rappel général. Monsieur Zhou, est-ce que vous avez aussi peur d'un retour à zéro? Le programme du vol spatial habité est parti d'une coopération internationale. 2 ou plusieurs parties ont déjà trouvé une entente? En cas de rencontre avec des extraterrestres, comment faire? La station spatiale chinoise nous permettra de maîtriser les technologies de construction et de maintenance des installations spatiales d'envergure. L'invité du jour, Zhou Jianping. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être là, vous regardez Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je m'appelle Sa Bening, soyez les bienvenus. Comme vous le savez, l'année 2016 a été marquée par le 60e anniversaire de l'aérospatiale chinoise et nous avons été témoins de nos propres yeux de plusieurs lancements d'importance historique dans l'histoire du programme spatial chinois. Nous avons d'ailleurs entamé une série d'émissions autour de ce thème. Selon l'un de mes collègues, on devrait appeler cette série « Pourquoi ne vas-tu pas dans l'espace ?» Bien sûr, c'est une blague. Maintenant, nos astronautes peuvent non seulement aller dans l'espace, mais aussi y rester pendant des dizaines de jours. Donc, nous devrions plutôt demander « Pourquoi peux-tu aller dans l'espace ?» Aujourd'hui, pour poser cette question encore une fois, j'ai invité pour vous la personne la plus compétente pouvant y répondre. Accueillons notre invité d'aujourd'hui avec des applaudissements, Zhou Jianping, concepteur en chef du programme des vols spatiaux habités de la Chine. Applaudissements encore une fois pour lui, s'il vous plaît. Bonjour Monsieur Zhou, soyez le bienvenu. Merci à tous, merci. Asseyez-vous. Tout à l'heure, pendant ma présentation, j'ai lu des doutes sur les visages d'un certain nombre de spectateurs. Parce que dans notre série d'émissions sur le programme spatial, nous avons déjà invité le concepteur en chef de la fusée porteuse Longue Marche et celui du vaisseau spatial Shenzhou. Et aujourd'hui, vous êtes l'architecte en chef du programme des vols spatiaux habités de la Chine. Quelle est la différence entre vous et eux? Le programme des vols spatiaux habités est un grand ensemble. Nous avons le vaisseau spatial habité et en 2017, nous avons lancé le vaisseau cargo. Nous avons la fusée porteuse Longue Marche 2F, c'est notre lanceur pour les vols habités. Nous avons la fusée porteuse Longue Marche 7, qui lance des vaisseaux spatiaux cargo. Nous avons aussi des astronautes, un ensemble de stations de poursuite, de télémesures et de télécommandes, des bases de lancement, etc. Chez nous, chaque système a ses propres fonctions, ainsi qu'un concepteur en chef. Et ma responsabilité consiste à coordonner tous nos systèmes, pour que l'on fasse ensemble un projet qui nous permettra de réaliser notre rêve de vol spatial et garantir que ça soit amélioré, coordonné, fiable et sûr. En fait, vous êtes le coordonnateur de tous les systèmes. Oui. Vous avez compris, les enfants? Pour simplifier, les concepteurs du vaisseau spatial et de la fusée doivent suivre ces ordres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Et quand ils dessinent, la science-fiction, l'espace et l'univers, eh bien, ce sont leurs thèmes favoris. Avant de venir, ils vous ont préparé quelques cadeaux spéciaux. Et je vais les montrer à l'écran. Regardez le premier. Alors, ce que cet enfant a dessiné doit être une station spatiale du futur, n'est-ce pas? Alors, je l'appellerai Roi Scorpion. Ça ressemble, non? Il y a un crochet à l'arrière, n'est-ce pas? Une immense station spatiale. La queue du scorpion s'appelle le bras manipulateur. Il a attrapé un petit satellite, non? Qui est le créateur? Han Jiaheng. À quoi sert un bras manipulateur? Dis-nous tout.
Il peut manipuler des petits satellites pour l'amarrage. Ça veut dire que les astronautes n'ont pas besoin de sortir et que le bras manipulateur les attrape, c'est ça? Oui. Ce dessin est créatif. Je ne sais pas si tu as vu le plan de la station spatiale de la Chine, Tu as déjà vu une station spatiale? Oui, beaucoup. mais c'est différent, n'est-ce pas? Tu as tes propres idées, mais les éléments de base sont corrects. La jeune génération est pleine de confiance. Oui. Vous avez demandé tout à l'heure, est-ce que tu as vu une station spatiale? Il a répondu, j'en ai vu beaucoup. Ça veut dire, Je vais construire ma propre station spatiale. oui, de nos jours, les enfants ont de vastes connaissances. Mais j'ai une autre question. Qu'est-ce que c'est que ce truc rouge là qui sort du satellite à côté? C'est une flamme qui jaillit. D'accord, je croyais que c'était son parachute, donc il a un moteur. Oui, sinon comment bougerait-il? Une fois que le satellite est sur orbite, il bouge grâce à l'attraction terrestre et la force d'inertie. Il a des panneaux solaires. Tant qu'il y a de l'électricité et des instruments, comme un appareil photo qui fonctionne, eh bien ça suffit. Il y aura encore besoin de force motrice? Bah oui, en cas de changement d'orbite. En y réfléchissant, il a raison. À l'avenir, les satellites seront récupérables et pourront revenir. Il a donc besoin d'une force motrice. Bien, on passe au prochain. C'est quoi cette grande roue? Alors, cette grande roue, eh bien, c'est le cadre de la station spatiale. Et si elle peut tourner, les astronautes auront de la gravité. La gravité artificielle, mon Dieu! C'est un espoir. Oui, Mais franchement, pour une aussi grande structure, la gravité artificielle, c'est difficile à réaliser. on compte sur lui. Oui, construire cela lui-même. Bien, c'est un beau dessin. On va en regarder un autre. Dans l'espace, la station est divisée en plusieurs sections qui sont connectées par des passages. Parmi ces sections, laquelle vous intéresse le plus? À mon avis, ce serait mieux d'installer tout cela sur Mars. On voit un verger, un endroit pour faire des essais scientifiques, un bon environnement de vie, Une chambre à coucher. une salle de bain, une cantine. Si on perfectionnait encore le verger pour le transformer en un écosystème renouvelable, nous pourrions y faire de longs séjours. Cela pourrait offrir des conditions nécessaires pour la survie de l'être humain dans l'espace. Ce qui me touche beaucoup, c'est le détail qui montre que c'est une station spatiale chinoise. Un drapeau rouge à 5 étoiles qui flotte. À l'avenir, quand votre génération arrivera dans l'espace, les scientifiques de tous les pays travailleront main dans la main pour un objectif commun. Je suis convaincu qu'avec vos efforts, cela deviendra réalité. À ce moment-là, quand nous regarderons la retransmission du lancement, peut-être que c'est l'un d'entre vous qui annoncera le compte à rebours. Courage les enfants! Alors aujourd'hui, on laisse la parole à notre expert qui va nous raconter des histoires derrière son travail en tant que concepteur en chef du programme des vols spatiaux habités de la Chine. Alors on va inviter Monsieur Zhou à nous donner un discours sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être sur scène. On vient de voir de très beaux dessins d'enfants. Je vais commencer par là. Pourquoi devons-nous faire des vols spatiaux habités? Aller dans l'espace est un rêve pour l'humanité et pour les Chinois. Le premier pionnier fut Wan Hu de la dynastie Ming il y a plus de 600 ans. Il a échoué, mais il avait la même théorie fondamentale que celle d'aujourd'hui. Il a utilisé des fusées artisanales comme force motrice. C'est le même principe auquel nous avons recours aujourd'hui pour nous extraire de la gravité terrestre. Il avait aussi 2 cerfs-volants qui étaient destinés au retour. Les amateurs d'aérospatial le savent. Une navette spatiale arrive à se poser sur Terre avec précision grâce à ses ailes. Nous les Chinois, non seulement nous avons un rêve, mais nous sommes aussi des pionniers. Wan Hu est considéré comme l'ancêtre de l'aérospatial. En 2016, nous avons fêté le 60e anniversaire de l'aérospatiale chinoise. Ça veut dire que nous avons déjà 60 ans d'expérience. À l'époque, M. Chen Xuesen, le père des technologies aérospatiales chinoises, a proposé au comité central du Parti communiste chinois de développer l'aérospatiale du pays. En 1970, il y avait M. Chen Xuesen et M. Sun Jiadong, et M. Chen était le responsable principal.
Sun Jiadong était le concepteur en chef qui a dirigé la recherche et la fabrication du satellite artificiel chinois Dongfang Hong 1. Au mois d'avril 1970, Dongfang Hong 1 a été mis en orbite. En fait, en même temps que le développement de ce satellite, la Chine avait déjà commencé son programme de vols spatiaux habités. On l'appelait alors programme Aurore. Compte tenu du contexte de l'époque, le programme Aurore a été suspendu. En 1986, M. Deng Xiaoping a approuvé en personne le programme de haute technologie proposé par 4 scientifiques, dont M. Wang Taiyan, et c'est ce qu'on appela le programme 863. Par la suite, et l'aérospatiale a été classée comme secteur clé de ce programme. Après 4 ans de travail, les experts du programme 863 ont proposé au comité central du PCC un projet de vols spatiaux habités. En janvier 1992, le comité central a approuvé l'organisation de recherche sur la faisabilité économique et technique d'un programme de vols spatiaux habités. À ce moment-là, j'étais professeur à l'université et j'ai eu de la chance. L'administration d'État pour la science, la technologie et l'industrie de la défense nationale, qui était chargée des travaux de recherche, a demandé à notre université de recommander un jeune chercheur pour y participer. Il y avait 8 départements dans notre université et chaque département a recommandé un candidat. Le responsable des travaux de recherche de l'époque, qui était aussi le premier concepteur en chef de notre programme de vols spatiaux habités, M. Wang Yongzhe, m'a choisi. C'était parce que ma spécialité était proche de l'aérospatiale, j'étais honoré d'y participer. Après 6 mois de travaux, le groupe de recherche a proposé un programme de vols spatiaux habités composé de 3 étapes au comité central du PCC. Il l'a approuvé. Pour simplifier, la première étape est le vaisseau spatial qui envoie l'être humain dans l'espace et le fait revenir sur Terre sain et sauf. La deuxième étape, sur la base de la technologie du vaisseau spatial habité, on développe un laboratoire spatial chinois de 8 tonnes. Et la troisième étape, c'est de construire la station spatiale chinoise. Bien sûr, dans le processus de recherche, en fonction du développement des technologies, nos professionnels de l'aérospatiale ont amélioré et perfectionné notre programme en respectant le principe de 3 étapes et le niveau de nos technologies a beaucoup augmenté. Vous savez que notre niveau de qualité est actuellement élevé dans le secteur. Mais au moment de la fabrication de Shenzhou 1, qui était un vaisseau spatial d'essai, nous avions eu une base très faible au niveau de la technologie, de la qualité, de la gestion. Sur la base de lancement, Shenzhou 1 a connu une centaine de problèmes de qualité et nous avons mis 4 mois pour régler tous ces problèmes. À propos de Shenzhou 1, si on me demande le moment le plus inoubliable, c'est celui du lancement. Tout le monde était concentré à attendre l'allumage et le décollage de la fusée, et puis 10 minutes après, la fusée est entrée dans l'orbite. À ce moment-là, j'étais aux côtés du commandant général de la fusée, M. Huang Chunping, et l'architecte en chef de la fusée, M. Liu Chusheng. Ils avaient la soixantaine, et ils ont pleuré, puis ils se sont serrés dans les bras. Au moment du retour du vaisseau spatial le lendemain, nous avons reçu le rapport établi sur le terrain d'atterrissage et disant que le module de retour avait été retrouvé en bon état. Parmi les scientifiques du programme des vols spatiaux habités, beaucoup avaient le sourire ou étaient en larmes. Shenzhou 1 était un vaisseau d'essai et Shenzhou 3 était plus abouti au niveau technique. Mais il s'est passé quelque chose avec Shenzhou 3. Après l'entrée du vaisseau sur la base de lancement, on a fait des tests, dont des tests pour voir si toutes les lignes étaient bien connectées entre elles. Et nous avons découvert qu'il y avait une soudure qui bloquait. Comment faire? Ça voulait dire que le signal ne pouvait pas passer. Pour la fiabilité du système, une même ligne, qu'elle soit électrique ou de signal, nous utilisons 2 circuits. Prenez cette lampe par exemple. Bien sûr, on peut l'allumer avec un seul circuit. Mais avec 2 circuits, si l'un d'eux est défectueux, je n'ai pas peur parce que je peux encore l'allumer. Concernant ce problème, on a fait de nombreuses recherches parce qu'il y avait un aspect émotionnel.
Tout le monde se demandait comment faire face en cas de rappel général, parce que cela ne s'était jamais produit dans l'histoire des lancements de notre aérospatiale. Mais pour garantir le succès et la fiabilité de la mission, le commandement général a décidé de procéder au rappel général. Des centaines de personnes devaient quitter la base de lancement pour retourner sur leur lieu de travail. Elles étaient en larmes. Après, nous avons fait beaucoup d'efforts pour analyser le problème de ces prises et les améliorer pour qu'elles soient fiables au niveau de la conductivité. Après 3 mois d'efforts, ce problème fut réglé. Et nous avons remplacé toutes les prises avant l'entrée dans la base de lancement. Pourquoi ai-je raconté une telle histoire? Tout le monde le sait, l'aérospatiale est un secteur à haut risque. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de nouvelles sur des échecs dans l'aérospatiale à l'étranger. Dans les années 90, l'aérospatiale chinoise se trouvait aussi en difficulté, avec des lancements qui avaient échoué. Cet incident nous a réellement permis de nous sensibiliser sur la qualité. Cela veut dire qu'il faut mettre la sécurité et la fiabilité des produits en priorité à tout moment, ce qui est devenu une conviction ferme pour notre équipe, ainsi que pour l'aérospatiale de la Chine. Selon moi, la cause aérospatiale doit pouvoir élargir l'espace de survie de l'être humain, l'aider à explorer et découvrir de nouvelles connaissances et vérités scientifiques, ainsi que de nouvelles ressources. Tout cela dans le but de les mettre au service du développement et du progrès de la société humaine. La curiosité et la volonté de poursuivre le développement de la civilisation et du progrès de l'humanité constituent la vraie force motrice pour nos efforts d'exploration et de découverte. Cela donne à l'être humain un esprit d'aventure et de sacrifice, même au péril de sa vie, pour explorer de nouvelles destinations et apporter le bonheur à nos descendants. Donc, selon moi, notre programme de vols spatiaux habités a cette mission. Vous le savez, après le premier vol spatial habité avec Shenzhou 5 et le voyage de 5 jours dans l'espace effectué par 2 personnes avec Shenzhou 6, nous avons commencé les recherches sur des activités hors module. Concernant Shenzhou 7, si vous avez suivi la retransmission directe de la sortie hors du module, vous avez vu que l'écoutille s'est entrouverte, puis s'est refermée. Finalement, elle s'est ouverte après quelques minutes. À la fin du lancement, beaucoup de gens m'ont demandé si j'étais nerveux à ce moment-là. J'ai répondu que j'étais assis tranquillement. J'étais immobile et que je réfléchissais. D'abord, je me suis demandé, y aura-t-il un problème? Mentalement, j'ai passé en revue le processus de nos recherches. Au vu des images et des données, j'étais convaincu qu'il n'y aurait pas de problème. D'où est-ce que je puisais cette confiance? En fait, c'est grâce à nos efforts. Pour ces sorties hors du module, nous avions fait de nombreux tests et en même temps, pour garantir le succès de cette mission, nous avions aussi établi toutes sortes de mesures de précaution. À l'époque, le concepteur adjoint de notre programme, M. Su Chongming, était déjà à la retraite, mais il continuait à réfléchir sans cesse à comment garantir l'ouverture de l'écoutille du module par les astronautes. Nous savions bien que non seulement on manquait d'expérience, mais qu'on n'avait pas non plus d'ensemble de stations de poursuite, de télémesures et de télécommandes à ce moment-là, et il n'y avait pas de satellite de relais. Notre marge de manœuvre était très étroite. Pour la dépressurisation, si dans le module orbital, le SAS, elle se fait dans un temps trop bref, il y a un risque de surpression, et c'était le cas.
Monsieur Su a donc proposé d'installer en plus un dispositif d'assistance. Au cas où on ne peut pas ouvrir l'écoutille, on a encore un autre moyen. Donc quand j'ai vu l'écoutille mal s'ouvrir, j'étais calme et tranquille, parce que j'étais sûr qu'il fallait juste un peu plus de temps et d'efforts. Je savais qu'il y avait cet autre dispositif. Au niveau du facteur humain, j'étais confiant, parce que nous avions 2 astronautes au mental à toute épreuve. Dans un environnement où il y a des hommes, on peut régler beaucoup de problèmes imprévus. En fait, c'est aussi une raison importante pour laquelle on doit faire des vols spatiaux habités. Bien sûr, comme vous le savez, Jai Zhegang et Liu Boming, par leur coopération parfaite, ont accompli la première mission de sortie de module avec succès. Et avec le nombre croissant de retransmissions en direct, quelqu'un a comparé les amarrages et les retours des modules avec ce qu'on voit au cinéma. En réalité, derrière cette précision, il y a les efforts communs des travailleurs de l'aérospatiale et des concepteurs de tout niveau. Derrière cet extrait, ce processus que vous avez vu, il y a les efforts de beaucoup de monde. Cela a garanti que ça soit précis comme une représentation et splendide comme un film bien monté. Comme vous le savez, il y a une station spatiale internationale qui a été construite par une dizaine de pays. La station spatiale chinoise ne sera pas aussi grande. Nous nous en tenons au principe d'avancer pas à pas de manière sélective. Néanmoins, la station spatiale chinoise nous permettra de maîtriser les technologies de construction et de maintenance des installations spatiales d'envergure. La station spatiale chinoise sera composée de 3 modules et chaque module pèsera un peu plus de 20 tonnes. On pourra y amarrer 2 modules spatiaux habités et un vaisseau spatial cargo. Dans ce cas de figure, le poids de la station sera entre 90 et 100 tonnes. En plus, la station spatiale chinoise sera dotée des technologies les plus sophistiquées de son époque, notamment dans les domaines de l'énergie et du système de support de vie. Nous allons en faire la station spatiale la plus économe et informatisée. La station spatiale chinoise sera mise en service vers 2020. L'exploration humaine, l'exploration des Chinois ne s'arrêteront pas aux stations spatiales. Laissez-moi citer une phrase très populaire sur Internet. L'univers est immense et l'humanité se doit d'aller le visiter. Nous, les Chinois, nous devons aller le découvrir et aller plus loin. Merci. Merci beaucoup. Vous regardez Magistral, c'est la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je m'appelle Tan Wening, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir. Pour beaucoup de nos spectateurs, eh bien, vous écoutez, on dirait qu'un film de science-fiction devient réalité. Pour ce qui est du détail dont vous avez parlé tout à l'heure, je m'en souviens, au moment de la sortie hors du module, l'écoutille s'est entrouverte, puis elle s'est refermée. Vous avez suivi la retransmission en direct à l'époque? Quelqu'un se souvient de ce détail? Moi, j'ai regardé ça en famille. L'écoutille s'est entrouverte, puis s'est refermée. C'était le silence à la maison. Ils me regardaient tous parce que j'ai le plus haut niveau d'études dans la famille. Ils voulaient savoir la raison. À ce moment-là, j'ai très calmement pris de l'eau. Ça voulait dire que je ne savais pas comment répondre à cette question. Et finalement, mon père a dit, peut-être qu'il fait froid dehors, il retourne chercher des vêtements. Nous sommes des gens ordinaires, nous ne connaissons pas les détails en coulisses, surtout les questions scientifiques. Je vais maintenant vous poser quelques questions de spectateurs qui sont presque du même niveau que mon père.
Monsieur le concepteur en chef, dans le programme des vols spatiaux habités, des mesures ont-elles été prévues dans le cas où des astronautes rencontreraient des extraterrestres? Nos vols spatiaux habités sont-ils absolument sûrs? Avons-nous prévu toutes les situations? Au cas où un astronaute sort du module et qu'il y a déjà quelqu'un dehors, avons-nous prévu des mesures dans cette situation? Nous avons prévu un grand nombre de cas de figure pour garantir le succès des missions. Par exemple, nous avons établi un plan pour protéger le module des débris dans l'espace. En cas de collision avec l'un d'eux, il n'y aura pas de dépressurisation du module. Mais nous n'avons pas de plan de protection contre des extraterrestres. Rien en cas de rencontre avec des extraterrestres. À mon avis, s'il y a vraiment des extraterrestres, on devrait sympathiser. On devrait les inviter dans nos capsules orbitales et de retour de Tiangong 1 et 2, n'est-ce pas? Leur faire goûter la nourriture pour astronautes. Oui, c'est la coexistence pacifique. Allez, on passe maintenant aux questions des 6 représentants du public et on commence par celui-ci. Bonjour papa. Ah, tu es là. Le premier représentant, eh bien, c'est Jopu, le fils de notre invité. Dans la vie, est-ce que vous avez déjà suivi un discours de votre père de cette manière-là? Non, non, c'est toujours à table que je parle avec lui de ces choses-là. Il n'a jamais donné de discours aussi formel devant vous? Non, 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 c'est rare qu'il soit aussi sérieux. En temps ordinaire, c'est une personne dynamique à la maison? Oui, et il est plein d'humour. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous désirez le plus demander à votre père? Je travaille à Bank of China, je suis spécialisé dans la finance, je n'ai pas étudié l'aérospatiale. En fait, je me rappelle que quand j'étais au collège, j'ai demandé à mon père, en plaisantant, si je pouvais devenir astronaute. Il m'a jeté un coup d'œil et a répondu « Tu es trop grand, un astronaute doit avoir la taille de Sabéning ». Vous me dites ça trop tard. Malheureusement, mon père n'était pas dans l'aérospatiale et n'a pas découvert tous les talents de son fils. Parce que, comme vous le savez, dans une capsule spatiale, l'espace est limité. Je comprends, pas à peine d'expliquer. Vous ne pouvez pas y entrer, mais moi je peux faire des tours dedans. Être grand, cela augmente la charge. Pour l'État, cela représenterait un gaspillage de ressources. Oui. Avant l'entrée à l'université, au moment de choisir mon orientation, mon père m'a conseillé d'étudier la finance. J'ai demandé pourquoi. Il a répondu « Pour mon master, je souhaitais étudier l'économie, mais j'ai échoué et je suis allé étudier l'aérospatiale. Donc je voudrais demander à mon père, si on te donnait l'occasion de recommencer, est-ce que tu choisirais encore l'aérospatiale ou bien tu deviendrais banquier ou économiste ?» Votre rêve initial, c'était la finance? J'étais au collège à l'époque de la révolution culturelle. J'ai eu mon brevet en 1974. À cette époque, je voulais lire plein de livres, mais j'en avais un accès limité. J'ai lu un livre d'économie qui présentait un système théorique, et ce livre m'avait beaucoup impressionné. En fait, je ne comprenais rien à l'économie, mais je trouvais ce système excellent. Donc, au moment du bac en 1977, ma première pensée a été d'étudier l'économie, parce que ce livre-là m'avait montré un monde de sciences magnifique. Malheureusement, cette année-là, il n'y avait presque pas de département d'économie qui recrutait. Pas de recrutement? Non. Je croyais que vous aviez échoué à l'examen, puis que vous avez choisi l'aérospatiale. Alors c'est parce qu'il n'y avait pas de recrutement à l'époque. Voilà. Revenons à la question que votre fils a posée. Si maintenant vous pouviez changer tous les deux vos rêves, vous le feriez? Ça ne tient pas debout. Juste une hypothèse. Pourquoi? Parce que pour moi, de mon point de vue, je peux dire que je connais bien l'aérospatiale, n'est-ce pas? Je connais les difficultés, mais je peux aussi ressentir de la joie dans ce secteur. Si vous me demandez de choisir à nouveau,
Ça veut dire que vous ne pouvez plus quitter ce secteur. Non, c'est sûr que je ne choisirai pas autre chose. En fait, nous devons accepter le choix de l'époque. Au début, je n'étais pas dans le secteur de l'aérospatial, j'étais professeur d'université. J'avais 42 ans quand j'ai quitté l'université pour venir travailler à Beijing. Vous devez rendre service à la société. Laissez la société vous choisir, vous donner des opportunités et bien vous préparer. Bonjour Monsieur Zhou, bonjour Monsieur Sa. Je suis conceptrice aérospatiale comme Monsieur Zhou, oui. Je fais aussi de la recherche globale des engins spatiaux. Mais je suis juste conceptrice senior. Il y a encore une grande distance entre nous. Mais vous ne ressemblez pas du tout à une scientifique. Merci, merci. Je suis aussi ingénieure pour les missions spatiales. Et je suis allée faire des expérimentations sur le site d'essai. Je crois que Monsieur Zhou connaît bien le site d'essai, où les conditions sont très dures et le travail fatigant. Franchement, j'ai pleuré en cachette là-bas. Mais quand j'ai vu le fruit de mon travail de conception aller dans l'espace, j'ai trouvé que toutes ces souffrances en valaient la peine. Oui. Nous vous saluons, vous et vos collègues, ainsi que tous les jeunes engagés dans l'aérospatiale. Merci, merci, Monsieur Zhou. Tout à l'heure, vous avez parlé du rappel général pour Shenzhou 3. Et vous aussi, vous avez sûrement connu le retour à zéro. Honnêtement... Plusieurs fois. Oui, retour à zéro, c'est pour moi la chose la plus terrible à entendre. Pourquoi les ingénieurs ont-ils peur à ce point? Même s'il faut tout démanteler, on doit trouver la cause du problème. Et c'est grâce à cette prudence et minutie qu'on peut garantir la sûreté de nos engins dans l'espace. Bien dit. Monsieur Zhou, est-ce que vous avez peur du retour à zéro comme nous? Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, sauf sur ce point-là. Je vous conseille de ne pas en avoir peur. En fait, nous faisons des avancées, des améliorations et perfectionnements dans le processus de la découverte et de la résolution des problèmes. Avec le retour à zéro, nous pouvons régler un problème définitivement. Et comme ça, nous pouvons premièrement augmenter la fiabilité du produit, deuxièmement améliorer nos connaissances. Car avec un mécanisme clair, nous pouvons améliorer notre savoir, augmenter nos capacités de conception et même perfectionner nos normes. C'est certain qu'il n'y a pas que nous qui en bénéficierons. Si on procède par analogie, par le retour à zéro, notre modèle aérospatial ainsi que d'autres vont aussi en bénéficier. C'est vraiment une bonne chose. Ce dont on doit vraiment avoir peur, c'est de ne pas découvrir les problèmes et de déplacer les risques dans l'espace. Oui, N'est-ce pas? vous avez raison. Je crois que la réponse de Monsieur Zhou va changer la compréhension que vous avez, vous et vos collègues, sur cette question. Je ne suis pas dans ce secteur, je ne suis peut-être pas qualifié pour discuter du retour à zéro avec vous, mais avant la réponse de Monsieur Zhou, je croyais que c'était comme une punition. Comme un enfant qui n'a pas bien fait son travail, eh bien il est puni et doit faire des lignes. L'enfant a peur de cette punition. Mais comme Monsieur Zhou l'a dit, le retour à zéro, c'est une attitude scientifique. Oui, L'objectif consiste à éviter d'envoyer des problèmes dans l'espace. oui. Si tous les problèmes se passent sur Terre, c'est une chance et il faut y faire face avec une attitude correcte. D'accord. Bonjour à vous deux. Tout à l'heure, le présentateur a dit qu'il y avait beaucoup d'experts dans le secteur aérospatial qui étaient venus sur ce plateau. Je vous ai déjà vu, c'est la 3e fois que vous participez à l'émission, non? Oui, vous avez une bonne mémoire. En plus, il veut devenir astronaute. Mais lors de la présélection, il ne remplissait pas les conditions. Des bras trop courts. Ses bras n'étaient pas assez longs, il n'a pas pu devenir pilote. Mais en général, nos astronautes sont sélectionnés parmi des pilotes. Oui, j'ai un petit regret dans mon cœur. Pour le premier groupe des sélectionnés, il y en avait 14. Et par rapport aux 8 astronautes très connus qui ont déjà effectué des vols spatiaux, je m'intéresse plus aux 6 autres qui n'ont pas pu aller dans l'espace. Ils ont aussi subi des exercices terriblement durs et se sont préparés comme leurs collègues. Mais ils n'ont pas pu effectuer de mission spatiale. Donc je voudrais demander à Monsieur Zhou, chaque fois, après la sélection des candidats pour les missions spatiales, est-ce que vous avez consolé ces astronautes éliminés qui ont fait les mêmes efforts que les autres? Quel est votre sentiment envers eux? Je peux ressentir le désir de chaque astronaute d'effectuer un vol spatial. Quel que soit le résultat de la sélection, ils font des efforts inlassables.
Au cours de la sélection, ils sont tous comme des frères. Mais il y a une compétition, n'est-ce pas? Les astronautes non retenus accompagnent très sérieusement les candidats sélectionnés dans leur entraînement. Pour les vols spatiaux, les astronautes réservistes constituent deux groupes d'appui au sein du centre de contrôle. Ils apportent un soutien technique aux astronautes en orbite et leur parlent comme à des compagnons d'armes. Donc, pour nos astronautes, c'est une équipe remarquable qui leur permet de mener à bien leur mission. Vous m'avez demandé si je les ai consolés. En fait, en les écoutant et voyant leur visage, je peux sentir leur désir, mais aussi leur calme face aux résultats des sélections. Ils savent que les places sont rares et que, comme chez les athlètes, il n'y a qu'un seul champion. Des présentateurs comme Sa Beining, il n'y en a pas deux, n'est-ce pas? Oui, je crois que même si ces astronautes n'ont jamais été dans l'espace, eh bien, dans mon cœur, ce sont aussi des héros de l'aérospatiale. Oui. Merci. Depuis longtemps, l'aérospatiale a eu de nombreuses retombées technologiques. D'après ce que je sais, par exemple, les couches culottes pour bébés, la couche culotte, oui. Oui, le four à micro-ondes aussi. C'est grâce à l'aérospatiale que nous l'avons inventé. Est-ce qu'on bénéficie au quotidien d'autres retombées technologiques de l'aérospatiale? Des choses qu'on voit tous au quotidien qui viennent de l'aérospatiale? Vous faites du sport, du badminton, du tennis? Au badminton et au tennis, c'était en bois. Vous parlez des raquettes, le manche des raquettes, c'est vrai? C'était en bois. Oui, quand on était petit, c'était toujours en bois. Oui, et après en alliage d'aluminium. Oui. Et puis en fibre de carbone. Les matériaux ont évolué, mais d'où viennent-ils? En fait, peu de gens le savent, mais un grand nombre de matériaux sophistiqués, très résistants, très légers, très durs, proviennent des technologies développées dans l'aérospatiale. Pour mettre une charge utile d'1 kilogramme en orbite proche de la Terre, il faut fournir une énergie d'à peu près 30 millions de joules. Et on ne parle que d'une charge d'1 kilogramme. Donc cela coûte extrêmement cher. On a ainsi été obligé d'imaginer tous ces nouveaux matériaux pour le domaine de l'aérospatiale. Nous, les littéraires, on ne se rend pas bien compte. Il faut trouver des matériaux légers, Oui, trouver des matériaux performants. oui. Au final, ces matériaux auront de grandes répercussions dans les secteurs de l'industrie et des technologies. Ils changeront et amélioreront notre société et notre quotidien. Oui, oui. Maintenant, pour soigner les cervicales, il y a une mousse à mémoire de forme. Oui, je crois que ça vient aussi de la technologie spatiale. On appelle ça aussi mousse à mémoire de forme de l'espace ou quelque chose comme ça, je crois. En fait, dans la vie quotidienne, il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Par exemple, pour des jus de fruits, il y avait la marque Tang. Vous en avez entendu parler? La poudre instantanée d'orange. Oui, ça vient aussi d'une demande de l'aérospatiale. J'ai vu ça dans mon enfance. Les technologies de l'énergie solaire aussi. L'énergie solaire. Maintenant, ça s'est généralisé, mais au début, cette technologie était une application de l'aérospatiale. Bonjour Monsieur Zhou, bonjour Monsieur Sa. Bonjour. Je travaille au magazine Satellite et Réseau. En 2011, j'ai interviewé Monsieur Zhou. Je me rappelle avoir demandé si dans l'avenir nous réalisons une coopération internationale en matière de vols spatiaux habités. Il y aura une question d'ordre technique à savoir. Est-ce que des vaisseaux et stations spatiaux construits par différents pays pourront se connecter? Monsieur Zhou, est-ce que vous vous souvenez de votre réponse? Grosso modo, mais je ne sais pas exactement ce que je vous ai dit. C'est difficile de se souvenir précisément. Oui, à ce moment-là, vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas de normes internationales en matière de production. Ça veut dire peut-être qu'un vaisseau spatial russe ne peut pas se connecter avec notre station spatiale. C'est comme une vis et un écrou. S'ils ne sont pas compatibles, on ne peut pas les assembler. Maintenant, même pour les téléphones portables, il n'y a pas de chargeur universel. Oui, oui, oui. Mais
dit aussi que c'était réalisable au niveau technique, sans problème. Si on décide de procéder à une coopération internationale, il suffit que 2 ou plusieurs parties s'assoient pour en discuter. Pour l'uniformisation. Donc, je voudrais savoir, nous sommes en 2017. Ça fait plus de 5 ans depuis notre dernière interview. Est-ce que 2 ou plusieurs parties ont déjà trouvé une entente, Monsieur Zhou? En fait, quand vous m'avez posé cette question, c'était pendant la période de notre amarrage. Oui, l'amarrage de Shenzhou 8 et Tianguo 1. Depuis, concernant les modules qui ont effectué des vols spatiaux, nous n'avons que les engins spatiaux Shenzhou ainsi que Tiangong 1 et 2, qu'on appelle respectivement modules cibles et laboratoire spatial. Nous avons eu des coopérations internationales dans le domaine scientifique, mais pas concernant les modules. Néanmoins, pour la station spatiale, nous sommes en train de promouvoir la coopération internationale. En collaboration avec le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies, nous allons promouvoir la coopération avec d'autres pays pour des recherches scientifiques à bord de la station spatiale. Bien sûr, comme vous le savez, l'aérospatiale est centrée sur l'homme. Donc beaucoup de pays proposent que leurs astronautes prennent nos vaisseaux spatiaux pour aller dans la station spatiale chinoise. Oui, oui. Donc au cours de la phase consacrée à la station spatiale, nous allons le faire. En plus, ce sera bien fait. Nous sommes impatients. Merci. Tout à l'heure, nous avons montré quelques dessins d'enfants à l'écran. Oui. Je voudrais parler de celui-là avec Monsieur Zhou parce qu'il m'a vraiment touché. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Ah, je savais que l'auteur était sûrement une fille. Parce que quand j'ai vu ça, avec l'équipe de l'émission et les enseignants, tout le monde s'est demandé si c'était un malentendu. On a demandé aux enfants d'inventer sur le thème du rêve spatial. Les garçons ont dessiné des vaisseaux spatiaux, notre station spatiale et un vaste univers. Mais cette petite fille, elle a dessiné un visage triste sur un ballon bleu sur lequel elle a attaché plusieurs bouts de papier. Dessus, elle a écrit « Chasse aux animaux, évacuation des eaux usées, pollution de l'air, changement climatique et déforestation ». Et en bas de chaque bout de papier, il y a un petit dessin correspondant au thème dont elle parle. Et tous ces thèmes constituent des problèmes auxquels la planète dans laquelle nous vivons est confrontée. Donc, je me suis dit que cette fillette n'avait pas mal compris, mais qu'elle sentait avec sa petite âme que le plus grand obstacle actuel au rêve de l'humanité, c'est notre mode de vie sur Terre. C'est notre planète, là où on vit. Donc la réalisation de notre rêve spatial dépend de nos efforts à protéger notre planète. Oui. C'est aussi un cadeau pour tous les travailleurs de l'aérospatiale qui regardent vers le ciel avec les pieds sur terre. En fait, l'un des objectifs de l'aérospatiale consiste à améliorer notre environnement de vie et à apporter des contributions à notre vie, ainsi qu'aux développements économiques et sociaux. Dans notre programme de vols spatiaux habités et notre projet de station spatiale, nous accordons de l'importance aux sciences de la Terre. Ma petite, merci à toi. Il faut croire qu'avec notre développement, nos efforts et nos progrès, notamment dans le secteur de l'aérospatial, notre monde, notre planète seront meilleurs. À mon avis, comme vous avez dit que la cause aérospatiale de la Chine est transmise de génération en génération, eh bien ces jeunes-là sont déjà prêts à assumer leurs responsabilités pour notre pays. Encore des applaudissements, s'il vous plaît, pour remercier Monsieur Zhou de son excellent discours. Au revoir et à la prochaine.